Donc il serait bien que les ministres soient doublés de personnalités de compétences, mais ayant un chapeau politique. Patrice Talon expliquait ainsi sa décision de créer un collège de ministres conseillers, un ensemble de personnalités ayant une casquette politique et une expertise dans des domaines spécifiques pour accompagner les réformes audacieuses entamées depuis 2016. Il y a eu quelques frustrations depuis ces deux mandats qui sont en cours, parce qu'il y a des fonctions qui ont été confiées à des gens qui n'ont pas du tout de chapeau politique. Alors que ce n'est pas eux qui ont œuvré à conquérir le pouvoir. Ce n'est pas eux qui répondent devant l'opinion. Donc quelqu'un met en œuvre une stratégie sans avoir le devoir de reddition de compte devant le peuple. Alors, j'ai toujours pensé qu'il faut qu'on trouve un moyen de compenser un peu cela. C'est cela qui a été décidé récemment, où nous avons dit que, au-delà de l'action de certains ministres, même qui sont politiques, qui ont la tête dans le guidon au quotidien, qui sont tellement submergés que parfois, ils n'ont pas le recul qu'il faut pour apprécier leur propre action par rapport aux attentes des populations, par rapport à la vision ou par rapport même à l'avenir. À moins de 2 ans de la fin de son mandat, Patrice Talon nomme 12 ministres conseillers à travers le Conseil des ministres du 11 décembre 2024. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. À la présidence de la République et sur proposition du président de la République. Collège des ministres conseillers. Ministre conseiller aux affaires économiques. Monsieur Paulin Akpona. Même si ces nominations paraissent tardives, qu'en sera-t-il de ce poste après 2026? Ce n'est pas un poste institué, ce n'est pas une institution de la République, ce n'est pas une agence créée et qui est connue dans les tests de la République. C'est un poste politique qui dépend naturellement de la volonté du chef de l'État. Et donc, par la suite, qu'est-ce que l'on peut avoir comme avenir? Celui qui prendra la succession de Patrice Talon pourra juger de la nécessité de cette fonction, de ce collège de ministres conseillers et décider de le dissoudre ou carrément de continuer à garder cette institution, cette initiative, mais en nommant les personnes que celui-ci trouve assez capable de servir cette vision. Certes, le poste peut être constitué, peut être gardé par le successeur, mais avec d'autres attributions. Cela dépend de la volonté de celui qui va prendre la succession. Alors que le mandat du président Patrice Talon touche à sa fin, l'avenir du collège des ministres conseillers demeure incertain. Entre espoir de continuité et attente de renouveau, cette institution pourrait bien se redéfinir sous une nouvelle gouvernance. Nous allons commencer d'abord par saluer l'effort du gouvernement qui consiste à quitter le TAP de vacation pour l'aspirana. Ensuite, nous avons nourri beaucoup d'ambition à l'annonce du reversement, mais à l'aune de l'ouverture des critères, je pense que si vous allez interroger 10 AME, au moins 9 diront que ils ne sont pas d'accord. Alors, pourquoi? Qu'ils vous souviennent que les critères retenus, je vais les rappeler. L'âge, il faut les critères selon l'âge exigent ou présentent qu'il faut reverser les plus âgés qui sont à la porte de sortie, proches de la retraite. La moyenne, oui. Ceux qui ont de bonnes moyennes, les moyennes les plus élevées. Et ensuite, le type de diplôme, les diplômes professionnels. Alors, je vais faire une présentation par rubrique. Quand nous prenons le critère âge, je ne pense pas qu'il soit judicieux, équitable
est juste de reverser suivant que les gens soient plus âgés que d'autres. C'est comme si d'office on exclut les plus jeunes alors qu'ils constituent la masse. Mieux, quand nous considérons les critères de moyenne, c'est discutable. Je suis pour ceux qui souhaiteraient qu'on classe par ordre de mérite. Mais le bémol à ce niveau, c'est que le déploiement après l'admission dans la base de données n'était pas fait suivant les moyennes. Et cela voudra simplement dire que d'autres sont déployés avec 10 et certains ont 12, 13, 14 qui sont encore dans la base et non déployés. Et parmi ceux qui ont été déployés, on a eu à déployer 10, 11 et après on a déployé 12, 13, 14. Et après on déploie encore 14, 15, 10. Vous voyez, simplement c'est pour dire que le déploiement n'avait pas été effectué considérant les moyennes par ordre de mérite. Si on avait acté les déploiements par ordre de mérite, ce critère-là pouvait être compris. Ensuite, prenons le critère de diplôme. Et il a été dit dans le communiqué, d'après le directeur général du budget, qu'on va tenir compte des diplômes professionnels. Et c'est bien, parce que l'argumentaire présenté, c'est que ceux-là sont plus prédisposés ou prédestinés à l'enseignement. Mais là encore, les épreuves des tests de sélection n'étaient pas selon le diplôme. Parce que pour le niveau de la licence, et les diplômes de licence et BAPES ont composé la même épreuve. En ce qui concerne la maîtrise et CAPES ont composé pour élèves professeurs certifiés et professeurs certifiés. Dans ce cas, si on a composé licence et CAPES et que quelqu'un titulaire de maîtrise réussisse la même épreuve et parfois brillamment que quelqu'un qui a le diplôme professionnel, le CAPES, ça pose un problème. Il en a de même où il va de soi avec aussi la licence et le BAPES. Donc si on n'a pas composé licence à part, BAPES à part, maîtrise à part, CAPES à part, et il serait marginal, ce serait comme marginaliser ceux-là qui ont les diplômes académiques, mais qui ont composé pendant la même période la même épreuve que ceux-là qui sont détenteurs du diplôme professionnel. En somme, pour être plus juste et équitable, nous aurons souhaité que le reversement soit sans condition. Comme la plupart des forts qui ont été installés à Ouidah, fort Saint-Louis de Grégoire, comme on le dit bien, date de 1600 et ce fort est resté fort jusqu'en 1960. Et comme la plupart des forts, comme le fort portugais par exemple, ça a été rasé par le dernier directeur du fort, on va vous dire, pour effacer complètement l'histoire de l'esclavage. Ce fort aujourd'hui a d'abord abrité, pendant la période coloniale, la résidence du commandant du cercle qui n'est pas très loin. Le bureau du commandant du cercle également qui n'est pas très loin, la toute première tribunal de la période coloniale aussi, et qui abrite aujourd'hui même le bâtiment un peu de l'office du tourisme de Ouidah. Mais exactement aujourd'hui ce fort a gardé son nom parce que le quartier s'appelle le quartier fort français. Pendant la période de l'esclavage, ce fort a été l'un des plus grands forts qui a également reçu la plupart des esclaves qui sont venus du Ghana, du Nigeria et qui sont, on va dire, mises dans cette forteresse-là en entendant l'arrivée des bateaux. Et dans ces forts comme administration, on a les militaires, les marchands et les missionnaires. Le fort français également reste aujourd'hui un exemple typique par rapport à l'histoire de l'esclavage. Le gouvernement béninois, dans son projet de transformer le tourisme en un véritable levier de développement, est en train de faire la reconstruction actuellement de ce fort. Vous avez les 4 tours qui seront représentés et qui sera véritablement transformé en un lieu de mémoire. C'est la seule place aujourd'hui à Ouidah qui reste ouverte, qui est une place publique où souvent pour des grands festivals de Ouidah 80, depuis Ouidah 92 jusqu'à nos jours, c'est gardé également comme une place culturelle où aujourd'hui, quand il y a les grands festivals de Ouidah comme le festival à Gogo,
le festival Kaleta, le festival de films Quintessence. La plupart des grands festivals qui se font dans la ville, c'est leur lieu de passage pour toujours garder ce lieu de mémoire. Les Vodou Days, événements culturels célébrant le patrimoine vaudou, ont une fois de plus illuminé le paysage béninois. Du 9 au 11 janvier 2025, Ouidah, la ville historique, a abrité les festivités de la 2e édition des Vodou Days. C'est un événement qui vise à promouvoir et à valoriser le culte vaudou, un héritage culturel et partagé par le Bénin et plusieurs pays à travers le monde. Les festivités ont présenté une palette diversifiée de spectacles allant des danses traditionnelles aux concerts contemporains. Des artistes renommés du Bénin et à l'international ont partagé la scène offrant au public des rythmes traditionnels et modernes. Les festivaliers n'ont pas manqué d'apprécier. Concernant les artistes, je trouve que ils ont bien presté et c'est en live et j'aime bien ce que l'orchestre a fait et comment l'orchestre a bien joué. Les artistes, ils ont bien presté, surtout la prestation de Hassel Merrill et de son ami et Tony Miss ou bien, je ne me rappelle plus bien du nom, mais ils ont bien presté et tout. Et pour les prestations, il y a eu beaucoup d'artistes qui ont quitté d'autres contrées. Finalement, ce n'est pas une fête seulement pour le Bénin maintenant, c'est pour toute l'Afrique, je dirais pour le monde entier, parce qu'il y a des personnes un peu partout, des Blancs, des Européens, des Américains. Ça va permettre à beaucoup de personnes de venir peut-être voir leur artiste, parce qu'il y a vraiment un nombre énorme d'artistes qui sont venus. Vraiment, c'est super ce qu'ils ont fait. Dans tous les compartiments, partant de l'organisation à la sécurité, toutes les dispositions ont été prises pour l'éclat du festival. Cet événement qui célèbre les arts, la culture, a connu une réussite parfaite au dire des festivaliers. Et cette année, vraiment, il y a eu de l'innovation. Les choses ont changé, il y a eu assez d'améliorations. Et vraiment, le président a fait un énorme travail sur ce point. Sincèrement, la ville est très bien animée. À ma grande surprise hier, j'étais venu un peu tardivement pour le concert. Mais lorsque je suis sorti après, j'ai vu assez de bus et puis c'était gratuit. Sincèrement, c'est un truc qui m'a touché. Je trouve que cette année, c'est plus réussi par rapport à l'année passée. Les festivités de cette année sont plus meilleures que ceux de l'année passée. Vraiment, c'est une réussite totale. Les festivités des Vodou Days, édition 2025, ont rassemblé des milliers de personnes autour de la célébration de l'identité culturelle du Bénin. Le rendez-vous est donc pris pour l'édition 2026. Suite à l'atterrissage forcé d'un hélicoptère ce 10 janvier 2025 à Sedjedeno dans la commune de Zé, l'ambassade des États-Unis a fait une annonce. Dans un communiqué, la représentation diplomatique américaine a spécifié que l'hélicoptère piloté par des civils américains a subi une défaillance mécanique partielle ayant entraîné son atterrissage forcé. L'équipe constituée de 4 citoyens américains est sortie indemne de cet incident. Selon les mêmes sources, cet hélicoptère civil est affrété par le commandement des États-Unis pour l'Afrique, Africom, et a participé au soutien des forces armées béninoises FAB en matière d'évacuation médicale. Les relations entre Africom et les forces armées béninoises sont régies par un protocole d'accord visant à renforcer la coordination et le soutien mutuel. Les regards sont désormais tournés vers la représentation diplomatique américaine dans les jours à venir pour plus d'informations sur le sujet. Au moins 40 agriculteurs ont été tués dimanche par les islamistes de Boko Haram dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria. Le gouverneur de cet état, qui a dévoilé l'information lundi, a appelé les populations à rester dans les zones dites de sécurité, celles qui auraient été débarrassées des extrémistes après des opérations de l'armée. Les autorités nigérianes ont appelé aussi à l'ouverture d'une enquête après cette attaque. Boko Haram opère depuis 2009 au Nigeria. Les exactions de ce groupe islamiste ont déjà fait quelques 35 000 morts et plus de 2 millions de déplacés dans le nord-est du Nigeria selon l'ONU. Parmi ces actes figure l'enlèvement en 2014 de 276 écolières à Chibok dans l'état de Borno.
La campagne Bring Back Our Girls, initiée pour retrouver ces otages, avait fait écho à l'échelle internationale. Clap de fin pour la 16e édition de l'Africa Eco Race. Dimanche, les concurrents ont franchi la ligne d'arrivée à Dakar au mythique Lac Rose, célébrant la conclusion d'un rallye légendaire qui suit les traces de l'ancien Paris-Dakar. Après plus de 6000 km à travers le désert, l'émotion était palpable. En moto, l'Italien Jacopo Cerruti, sur son Aprilia Touareg, s'impose d'un souffle devant son compatriote Alessandro Botturi. En voiture, le Français Benoît Frétin décroche la victoire alors que l'Allemand Guéry Zurmonde domine la catégorie camion. Au-delà des performances sportives, ce rallye reste une aventure humaine. En catégorie historique, les Belges Eric et Tom Claeys brillent au volant de leur Toyota Land Cruiser 73. Mention spéciale pour la famille Brandenburg qui a fait sensation avec ses Porsche. Les pensées de tous étaient tournées vers Andrea Perfetti, gravement blessé lors de la 7e étape. Le pilote italien, hospitalisé à Milan, reste au cœur des préoccupations. Le rendez-vous est déjà pris pour la 17e édition du 24 janvier au 7 février 2026. Le gouvernement malien a saisi des tonnes d'or de la société minière canadienne Barrick. Cette décision porte sur les revenus dus à Bamako par cette dernière. L'or saisi est issu d'une mine située près de Caille, dans l'ouest du pays, et est évalué à 180 millions de dollars. La saisie fait suite à une lettre d'avertissement adressée à la société au début du mois par la justice malienne et porterait sur 3 tonnes. En décembre déjà, Bamako a lancé un mandat d'arrêt contre le patron de la société minière canadienne pour blanchiment d'argent sur fond de menaces de saisie de la production. Pour tenter de trouver une issue à l'affaire, la société avait proposé de payer 370 millions de dollars. Le Mali est l'un des principaux producteurs d'or en Afrique. Une nouvelle opération de sauvetage des mineurs illégaux toujours coincés au sud-ouest de Johannesburg a débuté. Depuis novembre, plus de 1500 mineurs ont déjà été extraits de la mine abandonnée, mais des centaines d'autres sont toujours coincés sous terre. Depuis plus de 4 mois, la police encercle la mine pour empêcher les sorties illégales. Lundi, des grues et du matériel ont été acheminés sur place pour mettre en place une cage capable d'extraire une dizaine de personnes par trajet. Les premiers essais ont permis de sortir plusieurs survivants et les corps de 9 mineurs décédés. Les autorités estiment que l'opération pourrait durer 2 semaines. La mine, qui atteint une profondeur de 2,5 km, abrite de nombreux groupes de travailleurs désespérés cherchant à survivre dans des conditions extrêmes. Alors que la police vérifie le nombre exact de survivants et de corps récupérés, l'opération continue avec l'aide des communautés locales. Cette pièce n'était pas son point de chute initial. Ce bébé gorille a été sauvé du commerce illégal. Âgé de 5 mois, il a été découvert dans une boîte sur un vol de Turkish Airlines reliant le Nigeria à la Thaïlande le mois dernier. Il est en convalescence dans la capitale turque après un voyage éreintant. Les responsables turcs de la protection de la nature réfléchissent désormais à son retour dans son habitat naturel, notamment dans son pays d'origine. Son cas met en évidence la manière de faire face au commerce illégal d'animaux dans la capitale turque est devenue une plaque tournante. En octobre, 17 jeunes crocodiles du Nil et 10 varans ont été découverts dans les bagages d'un passager égyptien dans un des aéroports de la capitale turque. À 36 ans, Tyson Fury a annoncé une nouvelle fois sa retraite des rings. L'annonce a été faite dans une courte vidéo postée sur les réseaux sociaux. Sauf que l'ancien champion du monde des poids lourds est un habitué des revirements de dernière minute.
Avec une carrière émaillée de dépression et d'addiction, le Gypsy Kings a déjà fait de longues pauses et avait pris en 2022, après sa victoire face à Dillian Whyte, la décision de poser les gants avant de remonter finalement sur le ring et de combattre face à Derek Chisora, victoire par KO à Londres. Cette décision intervient également un mois après sa défaite contre l'Ukrainien Oleksandr Usyk le 21 décembre dernier en Arabie Saoudite. Le bilan de Tyson Fury est de 34 victoires, dont 24 par KO, pour un nul et 2 défaites à chaque fois face à un poids lourd ukrainien. À l'image des centaines de Londoniens, c'est en sous-vêtements que ces hommes et femmes ont pris le métro dimanche. Ils ont décidé de se déshabiller partiellement à la faveur du No Trousers Day, la journée sans pantalon, faisant fi des regards et bravant le froid de l'hiver, une tradition au Royaume-Uni depuis 2009. Objectif, briser les codes pour partager de la bonne humeur, loin de la morosité de la vie de tous les jours. Je suis ici aujourd'hui pour m'amuser avec tout ce qui se passe dans le monde. C'est un privilège de vivre à Londres et de pouvoir faire quelque chose juste pour s'amuser. C'était amusant, je n'avais aucune idée de l'origine de cette tradition. J'ai eu l'impression que c'était l'esprit du métro londonien, alors oui. Point de départ de l'initiative, New York en 2002, Berlin, Prague, Jérusalem, Varsovie et Washington n'ont pas résisté à la tentation. Joe Biden tire sa révérence. À quelques jours de quitter la Maison-Blanche, le président américain a livré un dernier discours au département d'État. Dans un contexte de tensions internationales, Biden pense que son mandat a permis de restaurer la puissance des États-Unis. Grâce à notre administration, les États-Unis dominent la compétition mondiale. Comparé à il y a 4 ans, l'Amérique est plus forte, nos alliances sont plus solides et nos adversaires sont affaiblis. Des propos qui l'illustrent non pas par le soutien américain à Israël en guerre contre le Hamas, mais par le rôle central des États-Unis dans la gestion de la crise ukrainienne. Face à son adversaire Vladimir Poutine, Biden revendique des victoires majeures. Près de 3 ans plus tard, Vladimir Poutine n'a atteint aucun de ses objectifs stratégiques. Il n'a pas réussi à soumettre l'Ukraine, à briser l'unité de l'OTAN ou à réaliser d'importants gains territoriaux. Mais Joe Biden ne se limite pas à l'Ukraine, il pointe du doigt le rapprochement des grandes puissances autoritaires comme un défi à la domination américaine. Pourtant, il se veut rassurant sur la position des États-Unis. Les grandes puissances autoritaires se rapprochent, l'Iran, la Russie, la Chine et la Corée du Nord. Mais c'est davantage par faiblesse que par force. Alors qu'une nouvelle administration débute, les États-Unis sont dans une position fondamentalement plus forte face à ces pays qu'il y a 4 ans. Un discours d'adieu teinté de fierté mais aussi d'avertissement alors que Donald Trump s'apprête à prendre ses fonctions. Joe Biden laisse derrière lui un héritage complexe. S'il salue son bilan en politique étrangère, les défis à venir restent immenses pour son successeur.